Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre débrief complet de ce match nul mardi soir entre le PSG et Newcastle. Un partout, match nul aussi miraculé que mérité, voilà, c'est comme ça qu'on a introduit la vidéo d'hier. Et donc aujourd'hui on va reprendre, on en était dans les performances individuelles, avec Danilo qui était titulaire donc axe gauche, notons aussi ce petit ajustement pour pérenniser Skriniar sur son bon côté et pour permettre à Danilo d'être à l'aise pour envoyer Lucas Hernandez dans la course, puisque étant droitier, il avait à ouvrir son pied et la mettre devant. C'est plus facile que si tu avais mis un gaucher à ce poste-là. Ce qui est intéressant concernant Danilo, c'est qu'en conférence de presse, Luis Enrique dit que justifie son choix en disant qu'il est bon à la relance, qu'il le titularise pour sa bonne relance. Alors à un moment donné, oui, il y a un long ballon pour Mbappé qui est très bon. Il y a des circuits avec Lucas Hernandez, comme je l'ai dit, qui étaient répétés. Mais il y a une perte de balle en fin de première mi-temps qui aurait pu faire mal, qui rejoint ce que je disais hier sur l'impression visuelle d'une défense qui maîtrise pas vraiment son sujet et qui est un peu au bord du gouffre. Dans les chiffres, il est plutôt bon, hein, les duels gagnés, les ballons récupérés et tout ça. Mais globalement, encore une fois, impression visuelle d'une certaine lenteur, de certaines hésitations aussi, parce qu'au-delà de la lenteur, tu peux la combler en faisant des choix plus rapides. Le problème, c'est que mentalement, ils y étaient pas vraiment. Par contre, grosse circonstance atténuante, et là-dessus, vraiment, j'en veux à Luis Enrique. C'est bien hein, de vouloir changer de titulaire tout le temps, nous dire qu'il n'y a pas de 11 titulaires et d'impliquer tous les joueurs. Ça met en confiance les gars et tout ça. Mais le problème, c'est que quand le mec sort d'une blessure, n'a pas joué depuis Brest, donc un mois complet, et que le vendredi qui a précédé, tu lui as donné 0 minutes contre Monaco, bon, ça ne le met pas dans les meilleures dispositions. Et comme je l'ai dit hier, son remplacement arrive peut-être un peu tard avec Ramos, donc qui rentre à la 85e, alors que Danilo, bon, fin de deuxième mi-temps, n'était plus très utile. Hernandez. Hernandez, comme j'ai dit, j'ai bien aimé sa fin de match. Faut noter quand même qu'en fin de match, il a été beaucoup plus offensif. Il monte et c'est ce qu'on attend en fait de Lucas dans cette équipe parce que c'est un des seuls qui a de l'expérience, qui a déjà remporté la Ligue des Champions et qui doit donc sonner un petit peu la révolte quand ça va pas très bien pour nous. Notons son bon centre tendu pour Dembélé, une faute qu'il va chercher. Sinon, défensivement, alors, évidemment, il n'a pas flanché. Voilà, il n'y a pas eu d'erreur manifeste. Aussi, il n'a pas été aidé par Mbappé, hein, parce que Newcastle, le problème, c'est que c'est très facile, quand il relançait, pour Trippier et Almiron, de se jeter tous les deux sur Lucas en supériorité numérique, sachant que Mbappé ne défend pas, et que derrière, au cas où on récupérait le ballon, Mbappé n'allait pas être ultra tranchant dans la profondeur en fait, n'allait pas se projeter direct. Ça aussi c'est à mettre en compte hein, dans l'analyse des matchs d'Mbappé qui aujourd'hui prend beaucoup moins la profondeur. Donc voilà, les adversaires se jettent aussi à l'assaut, sachant que s'ils la perdent, bon, Mbappé ne sera pas la menace qu'il était avant. Non pas parce qu'il a baissé en qualité intrinsèque ou en niveau, mais parce qu'il le veut pas en fait, c'est parce il le veut pas et il est très énervant là-dedans. Ugarte. Alors, Ugarte, il s'est encore une fois enfermé un petit peu dans son idée d'aller chasser haut, d'aller au duel, de jouer sur ses capacités athlétiques. Mais le problème, c'est que, Newcastle, bah, il y avait du répondant, donc il n'a pas forcément gagné tous ses duels. Parfois, il est tombé sur des armoires qui l'ont repoussé, qui lui ont dit « Mon coco, tu vas te détendre et tu vas reconnecter ta tête à tes pieds ». Et ensuite, le match demandait autre chose que ça. Le match demandait notamment des choix beaucoup plus rapides quand tu avais le ballon. Techniquement, je pense que c'est le match qui met le plus en avant ses défauts avec ballon. Bon, alors il y a les tergiversations sur les renversements en première mi-temps vers Dembélé et tout ça. Sur le but, pareil. Le but de Newcastle, il s'aventure pas. Il met le pied d'une manière pas très franche. Alors évidemment, tout le monde a peur d'aller concéder un penalty. Ce rapport au penalty quand même de cette équipe est assez particulier, hein, parce que aux abords de la surface, on a peur. Voilà, on est dans une espèce de psychose collective où personne ne va mettre le pied de peur d'en concéder un. Et puis offensivement, il y a des moments en seconde mi-temps.
Enfin, les mecs s'arrêtaient de jouer. Encore une fois, on l'a vu ça. Enfin, on l'avait déjà vu à l'aller. On l'a déjà vu à Milan sur le but de Giroud, à savoir les joueurs qui s'arrêtent de jouer en pleine action. Voilà. Alors ça, c'est sur les pénaltys offensifs. Mais vraiment, enfin, sous prétexte que l'arbitre n'a pas sifflé, tu t'arrêtes de jouer. Enfin, je comprends absolument pas ces attitudes. Je suis désolé. Et ça, il faut absolument que cette équipe se passe ça. Le match de mardi montre une certaine combativité que je veux bien mettre en avant, qui est positive, qui dénote avec ce dont on était habitué ces dernières années. C'est vrai, parce que jusqu'au bout, t'as poussé, t'as réussi à te créer des occasions très franches et t'as fait preuve d'une certaine compatibilité qu'on peut pas nier, qui est un vrai bon point du match de mardi. Mais de l'autre, tu peux pas être gogol à ce point, quoi. T'as arrêté de jouer, le carton jaune de Dembélé, Lucas qui s'énerve aussi par moment. À un moment donné, il va prendre un rouge, lui. À un moment donné, Lucas, il va dire un mot de trop et l'arbitre va l'entendre, va lui mettre un rouge. Et ça va nous pénaliser. Heureusement, jusque-là, ça n'a pas été pénalisant, les petits dysfonctionnements de Lucas. Donc voilà. Pour revenir sur Ugarte, voilà, la défense de sa surface, c'est quand même très compliqué. Il ne sait pas trop quand sortir. Quand il le fait, c'est souvent à contre-temps. Et au final, c'est un numéro 6 qui, sur les phases positionnelles, a quand même des lacunes, au-delà de ses lacunes techniques. Qui ça, bon, c'est très facile à mettre en avant. J'ai une petite suggestion. Alors pour mardi soir, je l'aurais peut-être pas fait parce qu'il avait un carton jaune, mais lui faire finir les matchs en défense centrale. C'est-à-dire que tu sors un central pour faire rentrer un attaquant, et tu mets Ugarte en défense centrale. Parce qu'il est plus rapide qu'un Danilo, qu'un Skriniar. Il va réussir à faire les fautes intelligentes. Encore une fois, le problème, c'est que pour faire ce genre d'ajustement, faut pas qu'il ait de carton jaune. Parce que sinon, y a le risque qu'il prenne un rouge. Et puis, si tu le replaces en défenseur à devoir couvrir des espaces plus larges, plus longs qu'au milieu de terrain, bon, il va peut-être jouer les duels avec une appréhension plus grande. Mais ça peut être une solution pour la suite, hein, ou si un jour, sur un match de Coupe de France ou de Ligue 1, t'as aucun défenseur, voilà, t'en as qui sont blessés, t'en as qui sont suspendus, moi je pense que Ugarte peut avoir un devenir en défense centrale. S'il se canalise dans ses manies de sortir de l'alignement à chaque fois à contre-temps. Vitinha, du coup, a remplacé Ugarte rapidement. C'est lui qui trouve Dembélé sur le penalty à la dernière minute, hein, ça faut le noter. Mais sur le reste, en fait c'est comme Barcola. Il y aura des gens qui nous diront ils ont fait des bonnes entrées, dans le jeu ils ont été bons parce qu'il y a eu un volume de ballons touchés qui est plutôt important. Mais le problème c'est que si tu rapportes ça au nombre de différences qui ont été faites, je suis désolé, le ratio est famélique. Enfin, quelle différence a fait Vitinha dans le jeu, quoi. Quel joueur il a réussi à trouver en bonne position. Alors à part Dembélé sur le penalty, je suis d'accord. Voilà, je suis encore assez dubitatif sur cette entrée de Vitinha. Fabian Ruiz avec ballon, voilà. Newcastle ont fait un vrai travail sur lui qui fait que on le trouvait pas. Il était toujours caché. Lui aussi n'a pas vraiment trouvé de solution. Alors c'est marrant parce qu'il s'est illustré sur des frappes. La toute première occasion du match à la troisième, c'est une reprise de lui. Il y a un centre de Mbappé en première mi-temps où il est en très bonne position, Fabian. Mais au final, la frappe est trop écrasée. Encore une fois, une technique de frappe qui est loupée. Sinon, les décalages par la passe, il en a très peu fait. Alors que c'est sa marque de fabrique. Et puis ensuite, les changements de rythme. Ça, bon, on va pas attendre de Fabian qui nous fasse ça. C'est pas du tout dans ses qualités. Mais j'aimerais quand même noter le manque de Warren Zaïre-Emery là-dedans, parce que mardi soir, c'est vraiment ce qui a manqué à cette équipe. Un joueur capable de dynamiter, d'aller fixer, de dribbler, et puis ensuite libérer des espaces pour ses partenaires, en allant le plus loin possible avec le ballon, avec le plus de puissance possible. Et les changements de rythme, c'est aussi la fréquence d'appui dans les petits espaces pour évidemment être dévastateur, voilà, et surprendre ton vis-à-vis. Donc tout ça nous a manqué et Fabian Ruiz a été quand même assez annihilé, même si son match n'est pas non plus mauvais. Voilà. Je préfère son match à celui d'Ugarte par exemple. Voilà. Lee Kang-in. Alors, Lee Kang-in, je commencerai par sa relation avec Mbappé. Il faut arrêter de le mettre côté gauche, ça je l'ai déjà dit.
parce qu'il y a les considérations bon pied, faux pied. Voilà, je préfère qu'il soit à droite faux pied plutôt qu'à gauche bon pied. Et surtout avec Mbappé, c'est quand même compliqué les deux. Ils peinent à se trouver. Lee Kang-in n'arrive pas à lancer Mbappé. Et en fait, au-delà de leur relation à eux, c'est que moi, je suis persuadé depuis longtemps, je le dis dans les vidéos, je pense que le meilleur partenaire à Mbappé offensivement, c'est Barcola. J'aime beaucoup la largeur que t'offre Barcola. Enfin, j'aime beaucoup quand Barcola colle la ligne et Mbappé joue dans ce rôle hybride de numéro 9, en fait. Voilà. D'ailleurs, leur relation à tous les deux, Mbappé-Barcola, est quand même très intéressante. Hein, sur la petite demi-heure que joue Barcola, Mbappé le lance depuis l'axe directement devant le but, hein, sur l'occasion de Barcola, le face-à-face où il tire petit filet. Et aussi sur le centre exploit individuel d'Mbappé, centre fort avec Barcola, ça c'était la toute première occasion de l'ancien Lyonnais. Donc voilà, je les ai trouvés assez à l'aise. Je les ai trouvés assez à l'aise, plus qu'avec Lee Kang-in, tout simplement. Voilà. Alors, son début de match à Lee Kang-in, je pense que pour la lecture du match de Lee, faut revenir sur toute la débauche d'énergie qui après l'a peut-être tué. C'est peut-être sa faute aussi, hein. Peut-être qu'il a mal jaugé ses efforts et tout ça, parce qu'après, fin de première mi-temps, allez, on va dire, si, sur la première mi-temps, pendant une demi-heure sur les 45 minutes, il est quand même assez peu trouvable, assez peu juste. Il perd pas mal de ballons, hein, mardi soir, pardon. J'enregistre la vidéo mercredi, hein, pour savoir, juste après la vidéo d'hier, en fait, j'ai enchaîné les deux coup sur coup. Et en seconde, replacé à droite, ça lui a fait du bien. Il a eu besoin d'un petit temps d'adaptation, parce qu'en face, il était quand même très bien muselé. Mais par moment, voilà, il y a eu un petit quart d'heure de jeu avant sa sortie, où il trouve des joueurs entre les lignes, par des passes verticales, et lui aussi est trouvé. Voilà, réussi à contrôler, à se mettre en bonne position, donc ça c'est intéressant. Il est remplacé par Asensio, bon ça je l'ai dit dans mon débrief mardi soir, Asensio qui fait un peu n'importe quoi sur son entrée, a toujours tiré sur son pied gauche, alors que, il était dans des positions qui n'étaient absolument pas propices à ça. Il faut absolument qui fassent autre chose en fait. Le problème c'est qu'on a déjà trop de joueurs qui veulent jouer sur leur qualité et force avec ça. Si en plus Asensio s'y met, bon. Mais après, dans l'idée d'avoir des relais demi-espace, je le trouve assez intéressant. Je pense qu'il est beaucoup plus capable de contrôler, conserver que les Colomani, Gonzalo Ramos et tout ça. Bon, ça après, ça va de soi, c'est quelque chose qui est répété partout depuis un mois. Passons à Dembélé. Passons à Dembélé parce que lui, il est très intéressant. Il a fait des décalages, il a aussi été bien muselé par Newcastle. J'ai trouvé que plus il commençait ses actions dans l'axe, moins il était dangereux, notamment en deuxième mi-temps. Et au final, il y a beaucoup de matière à analyser. Moi, je lui en veux sur les occasions qu'il a. Le problème, c'est que on a mis en avant Barcola dans les médias et tout ça, mais déjà, pour moi, le premier, c'est Mbappé avec sa talonnade et sa reprise de volée, parce que, c'est le leader de cette équipe, lui, il prend 70 plaques par an, il est là depuis 6 ans. 2, c'est quelqu'un qui est quand même létal quand il le veut dans sa finition, alors que les Dembélé Barcola, bon, eux, ça fait partie de leurs caractéristiques intrinsèques. Limite, Dembélé, en fait, le problème, c'est que Dembélé, c'est devenu tellement normal de le voir, par exemple, choisir la mauvaise surface du pied pour terminer, que on lui en tient plus rigueur. Mais les gars, mardi soir, celle qui est contrée par un défenseur, là, je crois que c'est sur un centre de Mbappé, d'ailleurs. Je sais même pas si elle est cadrée, en fait, tu vois. Le problème, c'est qu'on peut dire, ouais, elle est contrée, tout ça, mais je sais même pas si le défenseur n'est pas là. Elle va au but, en fait. Je me demande si elle est pas sur la barre ou plus haut, déjà. Ça, faudrait le vérifier. À la 22e, pareil, il fait une volée. Alors, elle est difficile, c'est sur le coup franc là, de Lee Kang-in qui va chercher le côté opposé d'Embélé. Le coup franc où il fait une volée extérieure du pied, mais ça c'est pareil. Mais ça c'est toujours comme ça en fait. C'est vraiment l'exécution technique, ça me gêne en fait. Parce que là, il te fait une volée qui est complètement dévissée, qui finit même pas petit poteau, troisième petit filet. Il choisit l'extérieur du pied. Voilà, il utilise encore une fois la mauvaise surface du pied plutôt que d'attaquer le ballon, venir le reprendre complètement de manière très prompte. Il va prendre l'extérieur du pied, il va faire des machins chouettes un peu bizarres. À la 31e, il en a une où il glisse là. Ah oui, celle où il glisse. Alors elle est belle. Alors, bon.
c'est vrai qu'on peut pas lui en tenir rigueur parce que juste avant, il fait une superbe chevauchée. Mais le problème, c'est que encore une fois, en position de frappe, il glisse. Ça, vous allez pas me dire que c'est un manque de chance. À un moment donné, il a tellement glissé cette saison sur ses occasions. Il y en a encore une en début de seconde période. Et même celle à la 81e, là. Avec, avec le centre de Lucas Hernandez, là. Le problème, c'est que oui, il y a le défenseur qui tacle, qui fait un retour salvateur. Mais avant que Dembélé tire, le défenseur ne le touche pas en fait. C'est-à-dire que Dembélé n'a pas conscience de la pression qu'il lui met. Le problème c'est que le tir, frérot, enfin il est à 1 mètre du but quoi. À un moment donné, enfin je sais pas, essaye de faire mieux. Vraiment, je suis peut-être dur, je sais pas, j'arrive pas à jauger parce que vraiment, je reste vraiment sur cette position quoi. À un moment donné, je veux bien que le mec tacle et tout ça, mais frérot, applique-toi quoi. Enfin, finis mieux à un moment donné. Donc là-dessus, je lui en veux vraiment. Kolo Muani, bon alors il fait 2-3 déviations qui sont plutôt justes. Un bon début de match, mais derrière le problème c'est qu'au fil du match il disparaît complètement. Ce qui est bien c'est qu'avec la suspension de Dembélé contre Dortmund c'est tout trouvé. Hein. Moi les gars je préfère vous spoiler ma vidéo avant match Dortmund PSG. Kolo Muani, ailier droit. Hein. Ou alors Mbappé ailier droit sur le côté d'Hakimi, sur le côté de Fabian Ruiz. Et Kolo Muani côté gauche. Un peu seul, quelqu'un qui va demander le ballon dans la profondeur, mais qui est aussi capable de partir en phase arrêtée. Voilà. Bon, ça c'est des considérations qu'on va reprendre dans de futures vidéos, mais pour moi c'est vite vu. Hein. Barcola ne doit pas être titulaire, et on va venir sur sa prestation. Pour moi, Barcola ne doit pas être titulaire contre Dortmund. Au contraire, c'est Kolo qui doit démarrer sur le côté et donc mettre Gonzalo dans l'axe, ou alors Mbappé dans l'axe, mais du coup sur l'autre côté, tu mets une fixation style Lee Kang-in. Alors tu pourrais me dire faire une attaque Kolo Muani, Barcola, Mbappé. Bon, le problème c'est qu'encore une fois, après sur le banc, tu fais quoi en cours de jeu, sur un match aussi coup près, t'as plus grand monde en fait pour aller chercher un score à l'heure de jeu, tu vois. Alors que Barcola, par sa capacité de déplacement, sa fraîcheur dans les changements de rythme, et encore, mardi soir, il te fait du bien. Justement, Barcola. Alors, dans mon débrief à chaud mardi soir, j'étais très dur avec lui. J'ai dit qu'il a été catastrophique à la finition. Parce que, si on parle de manière... c'est vrai. À un moment donné, 4 occasions franches en Ligue des Champions, tu peux pas te permettre de les jouer toutes comme ça, quoi. Voilà. Tu peux pas te permettre de pas en mettre une, tu vois. Même s'il y a le gardien aussi sur certaines, notamment sur la toute première sans Mbappé. Donc la finition, il faut absolument qu'il travaille dessus. Ça, c'est intrinsèque. On le savait avant ce match. Et c'est pour ça que pour moi, il ne peut pas démarrer en Ligue des Champions, en fait. Il ne peut pas être titulaire dans cette équipe. Et il y a des gens qui vont me contredire dans les commentaires. J'ai développé ça dans ma vidéo hier. Luis Enrique, les gars, je suis sûr qu'il est d'accord avec moi. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait de Barcola après ses prestations fin septembre, début octobre, qui étaient plutôt moyennes. Et ensuite, il ne rentre pas. Contre Milan à l'aller, il ne rentre pas. Au retour, il joue 2 minutes. Contre Montpellier, il ne rentre pas. Contre Reims, il a un petit quart d'heure. Grosse baisse de temps de jeu pour Barcola, après une grosseur contre Strasbourg qui a été plutôt moyenne pour lui. Donc voilà, je suis sûr que Luis Enrique sera d'accord avec moi en fait. C'est pour ça que je reste vraiment sur mes positions, parce que Luis Enrique, dans ce qu'il fait de Barcola, me conforte en fait, me conforte. Au-delà des occasions qu'il a loupées, Barcola, en fait, j'ai revu une compilation de tous les ballons qu'il a touchés, et bon là, je suis peut-être très dur avec lui, mais il en touche beaucoup, il apporte de la largeur, mais au final, c'est comme Vitinha. Il y a trop peu de différences qui sont faites. Hein. Il y a des ballons qu'il reçoit, qui ne sont pas bonifiés, qui finissent en touche, qui finissent en 6 mètres pour l'adversaire. Des ballons où il va chercher un relais dans l'axe. Ensuite, bien sûr, il va faire un passe-va. Ça, c'est louable. Mais derrière, il récupère pas le ballon, en fait. Parce que le relais qu'il a trouvé dans le demi-espace lui remet dans la profondeur, mais son vis-à-vis met le pied avant lui. Donc c'est assez compliqué. Il a à son avantage la relation avec Mbappé. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, encore une fois, au-delà des occasions manquées, j'aimerais aussi mettre en avant le fait que les ballons qu'il a touchés, au final,
Le rapport entre le nombre de ballons touchés et le nombre de ballons bonifiés, il n'est pas si important qu'on peut le croire. Hein. Il n'est pas si important qu'on peut le croire. Pourtant, j'adore Barcola. Vraiment, j'adore Barcola. Par exemple, ses contrôles, je les trouve toujours très justes. Et dans une équipe où, des fois, Dembélé est complètement déconnecté, Kolo Muani ne sait même pas faire un contrôle, préfère marcher sur le ballon, ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça, comme lui, comme Barcola. C'est un profil très atypique. Par exemple, s'il se crée 4 occasions mardi soir, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a des qualités de déplacement qu'on met en avant à chaque fois dans les vidéos sur cette chaîne, qui sont indéniables, qui font partie de sa palette, qui sont voilà très prononcées. Il est très bon pour se déplacer dans la surface, dans le dernier tiers. Pour se mettre en position de frappe, il est vraiment très très bon. Je pense que c'est sa première qualité. Se déplacer quand nous, on a le ballon. Et ça, c'est quelque chose qui nous avait tellement manqué ces dernières années qu'il faut le mettre en avant. Voilà. C'est vraiment le bon point avec Barcola. Mais sinon, avec ballon, encore une fois, je réitère. Je suis désolé. Trop peu de différences faites. Voilà. Même si tu apportes de la largeur et tout ça, trop peu de différences faites. Voilà. Mbappé. Alors Mbappé, bon, la plupart du temps, il joue de manière déconnectée. Hein, voilà. En première mi-temps, il y a les occasions manquées. Son début de match, il est bon dans les intentions, mais le problème, c'est qu'après, il est déconnecté parce qu'il s'embrouille avec l'arbitre. Il en fait n'importe quoi dans son jeu. Et ensuite, en deuxième mi-temps, jusqu'à son replacement, il est hors de propos, quoi. On le voit pas, il est invisible. Par contre, son replacement est très intéressant et vient quand même nuancer son match, vient nuancer dans le sens positif. Voilà. Il réussit des dribbles à droite, je crois qu'il réussit 3 dribbles depuis la droite, alors que à gauche, il n'en avait réussi que 2, et surtout les dribbles qu'il réussit à gauche, c'est dans des positions beaucoup plus reculées qu'à droite. Là, c'est vraiment des dribbles dans la surface de réparation, en fait. C'est vraiment des différences qui sont exceptionnelles. Physiquement, il résiste. À un moment donné, sur le tir qui se procure tout seul en fin de match, là, épaule contre épaule, bam, il écarte son vis-à-vis, ça c'est exceptionnel. C'est digne d'un grand neuf tout simplement. Voilà. Les contrôles de haut jeu ont été très bons, les relais, il a donné des balles de but à ses partenaires à n'en plus finir, des balles de centre aussi à Dembélé. Barcola, voilà, on a l'occasion où ça finit petit filet. Les mouvements aussi dans la surface, sa capacité à se retourner. Non, vraiment, tout ça, ça a été assez bon sur la fin de match de Mbappé. Voilà. Je terminerai sur l'arbitrage, tous les délires. Alors bon, là, donc on est mercredi, il est 19h30. Ça m'étonnerait que l'UEFA s'exprime publiquement sur les questions d'arbitrage. Pourquoi ? Parce qu'ils le font jamais, en fait. Voilà, ils s'expriment jamais. Par contre, il y a quelque chose qui parle pour eux, c'est la décision d'écarter le mec qui était à la VAR pour... Real Sociedad, Salzbourg, hier soir. Visiblement parce qu'il a fait une erreur. Mais on ne sait pas quelle erreur en fait. On ne sait pas quelle erreur. Le problème c'est que le règlement de l'UEFA est beaucoup plus dur que celui de la Première Ligue. Enfin, il y a 4 fois plus de pénalty, il y a 4 fois plus de mains qui sont sifflées en Ligue des Champions qu'en Première Ligue. Donc là on comprend un petit peu la frustration de Newcastle, des médias anglais et tout ça après le match. Parce que justement, en avril dernier, il y avait un comité qui avait été construit avec des anciens joueurs et tout ça, des consultants, pour proposer un petit peu des mesures à l'UEFA. Et notamment, il y avait la mesure ne pas siffler la main quand le ballon est dévié avant par une autre partie du corps. Surtout quand le ballon ne se dirige pas vers le but. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été gardée en fait. L'UEFA n'a pas retenu cette proposition. Donc, il y a bien penalty, je suis désolé. Et surtout, quelque chose qu'on a assez peu mis en avant, alors les médias espagnols qui se sont emparés de l'affaire, bah alors eux, bon, j'en parle même pas, c'est d'un ridicule sans pareil, mais les médias anglais, moi, j'aurais bien aimé leur foutre à la gueule le deuxième but de Newcastle à l'aller, hein, le but de Burn, là, rappelez-vous, avec une main dans les airs qui est grotesque. Je crois qu'il touche le ballon plusieurs fois même sur l'action de la main. Voilà. Et ensuite, il y a cafouillage. Alors nous, nos joueurs, débiles comme ils sont, ils s'arrêtent de jouer parce qu'eux, ils sont persuadés qu'il y a main. Ils ont raison, mais ils s'arrêtent de jouer alors que l'action, elle joue encore. Et au final, ça fait centre, ça fait but de Burn. Rappelez-vous, Newcastle qui double la mise à l'aller. Cette main, derrière, il y a la VAR, parce qu'au début, ils pensent qu'il y a hors-jeu. Donc la VAR revoit toute l'action, voit la main pendant, je crois que le cirque, il dure 2 ou 3 minutes. Hein. C'est vraiment une vraie démonstration de circus VAR. Et au final, il y a but. Au final, il y a but. Je trouve que les Anglais ont oublié cette action. Voilà. Il faudrait peut-être leur rappeler parce que le deuxième but d'un match, c'est souvent le plus important, surtout quand tu doubles la mise. Voilà. Et Burn, ce but était pas très catholique, quoi. Bref,
Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. On se retrouve pas demain mais samedi pour l'avant-match contre le Havre. Et on va voir s'il y a d'autres petites choses sur lesquelles revenir d'ici là. Ciao les amis, prenez soin de vous.